Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vie, thérapeute et coach en alimentation végétale. Je vous aide quotidiennement lors de consultations, d'accompagnement de 4 semaines ou de transformation de 10 semaines à aller de mieux en mieux grâce à votre alimentation, ce que vous mettez dans votre assiette. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu de la suite de Epstein-Barr. Donc j'avais fait une présentation en fait du virus Epstein-Barr, c'est-à-dire je vous avais parlé en fait des différents groupes dans lesquels on peut trouver donc les différentes souches, donc la soixantaine de souches d'Epstein-Barr selon leur virulence. Elles vont donc se retrouver donc, du groupe 1 qui est donc les souches les moins virulentes. Qui ne feront quasiment rien tout au long de votre vie, et jusqu'aux souches du dernier groupe, le groupe 6, où là vous allez avoir carrément des symptômes dès l'enfance, qui est donc ce sont les souches les plus virulentes. Bon, je ne pensais pas faire plus de vidéos sur Epstein-Barr, et bon, je me dis que malgré tout c'est vraiment intéressant de savoir l'évolution, et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se retrouver justement dans ces différentes phases, que vous compreniez vraiment comment évolue justement Epstein-Barr. Donc là on va commencer donc par la phase 1. Alors il y a 4 phases. Je pense pas que je vais faire toutes les phases aujourd'hui parce que ça prend du temps, et je m'aperçois donc celle de Epstein-Barr a fait quand même quasiment une demi-heure. La vidéo, je pense que c'était trop long. Je préfère faire des vidéos plus courtes. Donc là je vais faire donc la phase 1 et 2. Les phases, je pense qu'il y aura une phase complètement pour la phase 3 qui est une phase plus longue, et ensuite également pour la phase 4, bon, on verra. Donc voilà, donc j'ai mes petites notes. Donc pour la phase 1, en fait c'est une phase où lorsque l'on attrape le Epstein-Barr, en fait il va être totalement en dormance, c'est-à-dire qu'il va être dans votre corps, et vous allez en fait pas du tout vous apercevoir que vous l'avez. Donc c'est souvent on l'attrape dans l'enfance ou à l'adolescence, jeune adulte, comme s'il s'attrape très facilement. Voilà, il va être en dormance, donc vous n'avez aucune idée que vous l'avez, mais bon, comme je vous l'avais déjà dit, hein, la plupart des gens ont Epstein-Barr, c'est une très grosse majorité qui l'ont. Donc en fait il est en dormance, il est dans le système sanguin, donc il se réplique gentiment, tranquillement, il prend de plus en plus de force, mais il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de... On ne sait pas qu'il est là, on n'a aucune possibilité de savoir qu'il est là en fait. Donc, cette phase, elle va durer longtemps en fait, hein. Elle peut durer des années et des années. En fait, tout simplement, qu'est-ce qu'attend ce virus? Bon, déjà, il attend déjà de prendre la force, hein, de se dupliquer de plus en plus. Et il attend en fait une baisse de régime, c'est-à-dire que tant que le système immunitaire est suffisamment fort, bon, il se dit je vais peut-être pas y aller maintenant, je vais attendre que le système immunitaire il soit un peu hors berne, ou qu'il y ait une période qui soit pas terrible, et je vais commencer à me manifester. Donc c'est quoi en fait? Il va attendre des périodes de stress, hein. Lorsque vous avez voilà, des grosses périodes de stress, ou que ce soit parce que voilà, au boulot c'est hyper stressant, vous avez un problème familial qui vous amène également beaucoup de stress, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Ça peut être aussi un accident, hein. Suite à un accident, vous avez forcément votre système immunitaire qui chute également, parce que tout est mis on prend le bas le combat là-dedans, donc le système immunitaire il peut pas être partout. Donc ça peut être ça peut être... Alors il y a aussi une période, hein, que le Epstein-Barr affectionne énormément, surtout donc que ce soit pour les garçons ou pour les filles, hein, la période de changement hormonal, hein, à la puberté. Donc ça c'est une période également qu'il affectionne énormément, parce qu'il va se nourrir de ces excès d'hormones. Donc ça peut être aussi pour les femmes la période de la grossesse.
où en fait là effectivement il va y avoir également un bouleversement des hormones et qui fait que du coup il peut y avoir après donc manifestation d'Epstein-Barr. Donc vraiment la première période, la première phase, ce qu'on appelle la phase 1, c'est vraiment la phase où il est vraiment absolument en dormance. Il est là tranquillement dans votre système sanguin, il se déplace, il se réplique et voilà, il prend vraiment des forces et il attend le moment opportun, une période de gros stress, de changement hormonal et hop, là il va surgir. Donc première phase, dormance. Justement, donc la deuxième phase arrive et c'est à ce moment-là où il y a eu cette période de stress, ce changement hormonal, cet accident, enfin une vie trop trépidante, trop stressante, où du coup là il va commencer à se manifester. Alors en général, la première manifestation d'Epstein-Barr, ça va être la mononucléose. Donc c'est une maladie que l'on connaît, on dit souvent que c'est la maladie du baiser, donc on en parle souvent pour les jeunes adultes, les étudiants qui sortent beaucoup, quand on est jeune adulte on a peut-être plus de conquêtes, voilà. Et donc la mononucléose en général on l'a souvent à cette période-là. Alors suivant la souche d'Epstein-Barr que vous allez avoir, suivant donc vous avez vu de peu virulent à très virulent, vous allez très bien, en fait vous pouvez avoir pendant cette mononucléose uniquement des symboles tout simples qui peuvent être la gorge irritée, alors ça peut être une grosse fatigue, de la fièvre, mais en fait étant donné que ça ne dure en général qu'1 à 2 semaines, vous avez peut-être pensé que c'est un petit virus que vous avez chopé ou que vous avez eu un rhume un petit peu plus important qui vous a donné un petit peu de fièvre ou un petit peu mal à la gorge. Bon, et puis finalement ça va passer comme ça. En fait, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez eu la mononucléose, mais en fait vous l'avez bel et bien eu. Mais comme en général dans ces cas-là vous n'allez pas consulter le médecin parce que c'est un gros rhume qui est passé 1 à 2 semaines, donc du coup vous dites c'est pas la peine que je consulte pour ça, et puis au bout de 2 semaines ça va mieux, alors qu'en fait vous avez eu la mononucléose. Par contre si c'est une souche beaucoup plus virulente que vous avez eue, donc dans les groupes plus avancés, dans les groupes 3, 4 voire 5 ou 6, là ça va pas être la même chose quoi. Ça va pas être la même chose parce que du coup vous allez avoir donc oui ça peut être 4 ou 5, 4, 5, 6 oui, ça va être en fait des manifestations plus importantes, c'est-à-dire que ça va durer de nombreux mois et avec une grosse fatigue, des épisodes de fièvre, c'est des maux de gorge, vous allez vraiment pas être bien mais sur une bonne durée quoi. Donc là en général les gens commencent à se dire il y a un truc qui va pas quoi, parce que quand on a des symptômes qui durent plusieurs mois avec vraiment un état d'épuisement qui s'installe, c'est qu'il y a quelque chose, et là en général on va donc voir son médecin. Mais et là le médecin en général il va faire une prise de sang et il va donc trouver des anticorps il va trouver tout simplement le virus, il va trouver le virus d'Epstein-Barr dans vos analyses de sang, et donc là il va dire ok vous avez la mononucléose. Donc effectivement ceux qui ont ces souches plus virulentes, Epstein-Barr va être détecté en général, parce que en général on ne laisse pas passer des mois et des mois quand on n'est pas bien, et donc voilà vous allez le diagnostiquer comme ayant Epstein-Barr. Il faut savoir que dans la phase 2 c'est justement en fait la phase qui est la plus contagieuse, parce que dans la phase 1 il est pas encore très fort, il n'y en a pas encore une quantité énorme dans le sang. Dans la phase 2 là donc il est beaucoup plus fort déjà, il y a une belle quantité déjà d'Epstein-Barr
le système sanguin. Donc c'est là où il est le plus contagieux. Mais pas que dans le système sanguin, c'est-à-dire que en fait il va pouvoir s'attraper donc par une prise de sang tout simplement, hein. S'il y a contact au niveau sang, si vous avez une plaie, donc oui. Il va aussi pouvoir s'attraper justement par le baiser, c'est-à-dire par la salive, par un rapport sexuel, au niveau justement au niveau de la lymphe également, hein. Enfin, vous pouvez l'avoir, voilà, c'est vraiment le moment où en fait Epstein-Barr est vraiment le plus contagieux. Donc et c'est pour ça d'ailleurs, hein, que la plupart du temps, Epstein-Barr, la plupart des gens vont finalement l'attraper assez jeune, hein, donc ce qu'il faisait dans l'adolescence ou très jeune adulte, parce qu'il est vraiment très très contagieux à ce moment-là, quoi. Alors ce que nous dit également, alors tout ça ce sont des informations médicales médium, hein, que je vous donne bien sûr, hein, c'est la suite, hein, de ce que je vous avais dit. Alors ce que nous précise donc Anthony William, hein, c'est que Epstein-Barr donc a un super copain et qui se manifeste souvent dans cette phase 2, qui est donc son super pote, la bactérie Streptocoque. Voilà. Donc et hélas, ils sont très copains tous les deux, et lorsque vous chopez la Epstein-Barr, et ben le Streptocoque, si jamais vous l'avez également, enfin vous le chopez, parce que c'est pareil, la bactérie Streptocoque s'attrape très très facilement, et ben ils vont s'aider tous les deux, ils vont se soutenir tous les deux. Et ça fait vraiment ce qu'on appelle, en fait, on appelle le Streptocoque le cofacteur numéro 1 d'Epstein-Barr. Ils sont vraiment, on dirait copains comme cochons tous les deux. C'est pas forcément une belle expression, mais bon, voilà. Et ils se soutiennent vraiment bien tous les deux, hélas pour nous, quoi. Le Streptocoque, en fait, souvent dans la phase 2, là, il va vraiment se nicher, donc on va dire toute la sphère ORL, hein. Vous allez l'avoir au niveau du nez, des sinus, vous pouvez l'avoir au niveau de la gorge, de la bouche. Bon, en général, c'est plutôt cette sphère-là, mais il peut très bien migrer aussi, enfin, elle peut très bien migrer, enfin, je sais pas, ça dépend si je dis la bactérie ou le streptocoque, donc le streptocoque peut très bien migrer donc beaucoup plus bas, hein, c'est-à-dire au niveau des voies urinaires, au niveau du vagin, donc pour la femme, voilà, et puis au niveau des reins également. Et puis au niveau de la vessie, et justement donc le streptocoque peut effectivement tout simplement engendrer de nombreux cystites, parce que donc il va se loger à cet endroit là, donc voilà, donc le streptocoque va donc soit donc dans cette sphère là, soit donc dans la sphère beaucoup plus basse. Mais bon, voilà, ils vont faire des dégâts tous les deux, quoi. Ils sont copains, ils se soutiennent, et ce qui est dommage pour nous. Donc voilà, ça c'est donc la phase 2 où c'est la première manifestation, hein, d'Epstein-Barr, et où il commence donc à faire un peu des dégâts, quoi. Donc c'est là où donc effectivement où en fait on va vraiment avoir les premiers symptômes avec donc la mononucléose, et où en fait comme il a pris de la force, dans cette période-là, en fait il va chercher en fait un organe où aller. Donc forcément il va être attiré par les organes qui sont les plus remplis de toxines, tout simplement parce que Epstein-Barr va s'en nourrir. Donc où est-ce qu'il y a des organes qui sont entre guillemets pollués et donc remplis de toxines? C'est souvent le foie ou la rate. Donc pendant cette phase 2 où vous avez la mononucléose, eh bien le Epstein-Barr va se chercher un petit nid tout douillet pour le loger, pour continuer à œuvrer vers les phases 3 et 4, mais donc à la fin de la phase 2, il s'est trouvé un petit endroit bien sympathique en vous,
Donc voilà, souvent le foie ou la rate. Bon, ça peut être d'autres organes aussi, hein. Il peut être dans le foie plus d'autres organes, ou dans le foie et dans la rate et d'autres organes, mais bon, très souvent quand même il va se dire le foie et la rate c'est pas trop mal, il y a de quoi manger là-dedans, je vais pouvoir me renforcer, bien manger, ça va être sympa. Donc voilà, on en est donc à la fin de la phase 2, il a son petit nid douillet, et bon, je vous parlerai donc de la phase 3 un peu plus tard, parce qu'il est déjà 15 minutes déjà. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous aident quand même à comprendre, parce que moi je trouve ça intéressant de savoir en fait ce que fait ce virus, parce qu'il est à l'origine de tellement de maladies que c'est assez impressionnant, hein, le nombre de maladies qu'il engendre, et c'est vraiment intéressant du coup de voir, de comprendre en fait son évolution, et soi-même de comprendre, de se dire ah ouais, donc je dois vraiment avoir une souche de tel groupe, et ah oui, donc finalement voilà ce qu'il a fait en moi depuis le début que j'ai, quoi. De comprendre le mécanisme, ça aide vraiment à avoir déjà un déclic en soi, et à se dire ok, il a fait ça, je comprends mieux, enfin ça devient plus abstrait, on ne se dit plus oh, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, au moins on n'a plus cette méconnaissance, le fait de se poser toujours des questions en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe en moi, je comprends pas, les médecins ne me répondent pas, ils me disent pas. Là déjà, vous savez, c'est déjà énorme. C'est comme dans tout, quand on sait les choses, il y a déjà un premier pas qui est énorme de savoir. Donc voilà, c'est dans ce but-là, hein, que je vous explique donc les informations magnifiques, hein, de Medical Medium là-dessus. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc un très bon week-end, une belle semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Profitez bien du printemps qui arrive, c'est vraiment la superbe saison qui arrive, la renaissance, la vie là, qui renaît, enfin c'est merveilleux. Donc voilà, plein de gros bisous, restez bien dans votre cœur, et je vous dis donc à la prochaine. Gros bisous.